c'est la place de la médecine générale, c'est quand même intéressant. Je les remercie aussi de laisser cette place. Voilà. Et donc je vais essayer d'être aussi pragmatique que possible et intervenir en tant que médecin généraliste, le moins addictologue possible, le plus standard possible, et de rester aussi près que possible de la pratique quotidienne et de l'organisation de notre pratique quotidienne. C'est vrai que depuis 20 ans, nous avons un réseau à Bordeaux, nous avons plusieurs réseaux, mais celui dont je m'occupe particulièrement depuis 20 ans a une phrase emblématique et c'est obtenir peu de beaucoup plutôt que beaucoup de peu. Il faut réfléchir un peu. mais le but, c'est d'essayer d'amener le maximum de médecins généralistes à un peu plus de compétences en addictologie pour avoir un impact plus important en santé publique. Voilà, parce qu'on sait que de toute façon, les gens qui sont motivés par l'addictologie vont de toute façon se former, avancer, etc. Donc on est parti sur ce principe-là. Donc je vais essayer de rester là-dessus et du coup évoquer le titre qu'on a donné à ma présentation et que j'ai accepté, donc je suis quand même fautif, comorbidité. Alors si on se place vraiment en tant que médecin généraliste, le co, ça veut dire avec, comorbidité, ça sonne à un addictologue. Parce qu'il y a ce qui est autour de l'addiction et ce qui va être avec l'addiction. Mais en tant que médecin généraliste, le centre de notre attention n'est pas forcément l'addiction. Nous devons avoir une approche globale du patient avec ses addictions, ses morbidités diverses et variées, sociales, psychiatriques, etc. Donc le terme comorbidité déjà n'est pas forcément dans notre culture, même si on l'emploie. Donc voilà. Et donc ce qui va être au centre souvent en médecine générale, et on va y revenir plusieurs fois, c'est la demande du patient. On sait très bien que souvent le médecin généraliste répond à une demande. Les addictions vont être une des vulnérabilités du patient dont il doit tenir compte, et on sait qu'il néglige souvent cette vulnérabilité, et que finalement la priorité du médecin généraliste devrait être la qualité de vie, ce qui est aussi l'objectif des addictologues. Donc on peut se retrouver autour de ça. Et donc finalement, plus que les comorbidités, qu'elles soient psychiatriques ou autres, notre défi quotidien, c'est le patient. En lui-même, il est déjà un défi, et qui n'est pas simple, et on va y revenir. Alors, pour vous situer un petit peu nos missions de médecin généraliste, parce que je sais qu'il y en a, j'ai entendu qu'il y en avait un, il y en a peut-être plusieurs, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup, comme souvent dans ces congrès, voilà. Donc c'est resituer un petit peu nos missions. D'abord, on est dans la proximité humaine et géographique. C'est-à-dire on est souvent le premier contact, comme les autres acteurs du soin primaire, du patient dans le système de soins. On est son premier contact. Et on a cette proximité humaine et géographique, et une continuité des soins qui a tendance à diminuer, mais quand même qui est encore un peu jusqu'au domicile, théoriquement à toutes les heures, ça diminue aussi, et toute la vie, pas du médecin, heureusement, il y a quand même encore une retraite, et le patient, lui, toute sa vie aura accès à la médecine générale. Donc ça va de la naissance à la mort, et on sait très bien qu'en tant que médecin généraliste, on soigne plusieurs générations. Moi, je soigne la doyenne des Bordelais, qui a 107 ans et demi, et je soigne 5 générations de sa famille. Donc il y a peu de spécialités où on va avoir accès à cette proximité familiale. Alors on a pour mission la coordination. Il va s'agir de synthétiser les informations, coordonner les intervenants, partager les informations, impliquer le patient dans les soins, s'articuler avec le social. C'est compliqué, on est un XAPA tout seul. Orientation, c'est orienter le patient dans le système de soins, l'aider à construire son parcours de santé et de soins, et le motiver et l'amener à concrétiser ses orientations, parce qu'on lui dit il faut que vous alliez ici, il faut que vous alliez là. Enfin, si on fait comme ça, on sait très bien que le patient, souvent, n'y va pas. Et donc, on a cette difficulté-là aussi, et il faut aller pousser les choses jusqu'au bout. Mais on a, malgré ces complexités, on a des atouts qui sont majeurs et que n'ont pas souvent les autres spécialités. C'est-à-dire on connaît bien la personne parce que sur son territoire, on connaît souvent son entourage, on soigne une famille, des amis, etc. On connaît ses conditions de vie et souvent de travail, même si on n'est pas médecin du travail. On connaît beaucoup de ses valeurs, de ses difficultés. On est ceci souvent dans la durée et dans la répétition des rencontres. Voilà. Et on bénéficie encore pour quelque temps de sa confiance. Donc ça fait beaucoup d'atouts que les autres spécialités doivent aller chercher et que nous, on a déjà en magasin. Donc on gagne du temps par rapport à ça.
Donc c'est intéressant. Alors là, pour faire voilà, la touche un peu humaine de l'histoire, je vais vous donner une petite histoire vécue qui a été un des éléments à l'origine de mon implication en addictologie. C'est une patiente que j'ai connue dans sa splendeur. Donc jeune femme, mariée, avec un PDG d'une société chimique de 100 employés, donc maison au Cap Ferré, donc vous avez peut-être entendu parler, enfin, c'est là qu'il y a Obispo, Johnny Hallyday, tout ça. Maison au Cap Ferré, chalet à Megève, voilà, 2 enfants, tout va bien, ils marchent bien en classe, tout ça. Et un jour, elle fait une petite poussée maniaque, elle trompe son mari avec plusieurs hommes, un peu érotomane, comme ça. Ça commence à mal se passer dans le couple, on la soigne psychiatriquement, elle va mieux, mais elle commence à boire. Et la boisson commence à augmenter. Donc je vous résume les choses, au bout de quelques années, bien sûr, divorce. Elle se retrouve seule, elle était infirmière et visiteuse médicale selon les périodes. Elle perd son travail, le mari divorce, il a la garde des enfants, vu son comportement, etc. Bon, elle est suivie en psychiatrie, mais toujours pas en addictologie. Hein, et on s'en préoccupe peu. Bon. Et puis, à un moment donné, ça chute encore. C'est-à-dire, elle commence à arrêter ses médicaments, elle augmente les addictions, sans doute pour colmater un petit peu des choses. Elle se retrouve dans la rue, SDF, prostituée, toxicomane, à 40 ans. Ça dure 3-4 ans. Puis, on la récupère aux urgences, elle re-rentre dans le soin, et au moment où ça commence à aller mieux, elle retrouve un travail d'infirmière, etc., elle meurt asphyxiée parce qu'elle fumait. Et donc, en s'endormant avec les médicaments, elle met le feu à son appartement, elle meurt asphyxiée. Et donc, cette histoire, d'ailleurs, je ne devrais pas sourire, parce que c'est une histoire très très dure, que je n'ai pas suivie moi de bout en bout, je l'ai suivie dans la dernière période et dans la première période. Il y a eu tout ce blanc au milieu, où ça n'a pas. La première période, je ne connaissais rien en addictologie, pas grand-chose en psychiatrie, et du coup, j'ai sûrement pas fait ce qu'il fallait. Et la dernière période, je pense que les choses ont été mieux prises en charge. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous dit? L'analyse. Au début, tout le monde a banalisé et on a attendu beaucoup. On comptait un peu les uns sur les autres, chacun dans son coin, et elle était morcelée un petit peu, cette prise en charge. Après, quand tout s'est effondré, il a fallu attendre. Donc, oui, parce que ce que je vous ai passé, c'est qu'elle était séropositive, HIV, HCV, enfin, elle a cumulé et on l'a récupérée au 17e passage aux urgences. Il a fallu 17 passages aux urgences pour qu'elle arrive à être récupérée. Et donc, on s'est mis à 10 ou 12 à l'aider en équipe pour échouer, je dirais, près du bout. Donc, tout ça pour dire que finalement, les soins spécialisés ont besoin de nous, et on verra plus tard qu'on a besoin des soins spécialisés, pour notre connaissance du patient et du contexte. C'est-à-dire qu'il y a des tas de médecins qui ont circulé dans tout ça. Mais finalement, ce qui a manqué, c'est quelqu'un qui prenne les choses en main et qui commence à faire des orientations. Et donc, on a besoin de la médecine générale, je passe pour ne pas prendre trop de temps. Alors, les addictions sont souvent mal connues en médecine générale pour diverses raisons. D'abord, le patient vient pour un autre motif que les addictions la plupart du temps. Donc, on n'a pas sa demande. La demande ne correspond pas aux addictions. Le médecin, lui, doit aborder la question et en dehors du motif de consultation. Donc ça crée une complexité. Le patient vient pour autre chose, on doit l'amener sur les addictions, même si on a des petits indices, ça ajoute une complexité. Alors que moi qui ai consulté en addictologie, là où je consultais, le patient venait pour son problème d'addiction. Donc on n'avait pas cet obstacle. Et il y a un autre problème, c'est qu'on connaît bien, le patient connaît bien son médecin, et souvent il ne veut pas lui donner une mauvaise image de lui. Donc il va avoir tendance à taire tout ce qui pourrait ternir cette image. Souvent c'est quand l'alliance thérapeutique est forte, elle est un peu trop dans la sympathie, pas assez dans l'empathie, et du coup il se crée un transfert, enfin une relation avec le patient qui est à la fois positive, mais en même temps peut empêcher certaines choses de se dire. Donc ça c'est une difficulté supplémentaire. Et on est dans un système qui rémunère à l'acte, avec donc un intérêt pour les actes courts. Et quand vous lancez un sujet, alors que la demande n'était pas ça, vous ne maîtrisez plus le temps. C'est-à-dire, le patient va peut-être pas relever, mais s'il vous dit « Ah oui, c'est vrai, je fume, mais donc je voudrais arrêter ». Et du coup, si vous lancez dans... Voilà, il faut redonner un autre rendez-vous si on n'a pas le temps, mais c'est facile à dire, il y a un minimum de choses à faire.
avant de redonner un rendez-vous. Donc le médecin qui même aborde les choses, il ne maîtrise plus son temps. Et c'est un obstacle important. Il va le faire une fois, deux fois, et puis après il se dit non, j'ai plus le temps. Donc ce sont des obstacles, de fait, objectifs dont il faut tenir compte. Donc là, c'est une des causes du sous-diagnostic des addictions en soins primaires. Voilà. Et donc la prise en charge, tout ça pour en revenir aux comorbidités, c'est-à-dire que la prise en charge globale, c'est une nécessité dans nos missions, donc dans les comorbidités psychiatriques, mais pas seulement, sociales, etc. Enfin, j'ai mis une liste non exhaustive. Et donc le défi des comorbidités, c'est notre quotidien quelque part, ça devrait être notre spécialité. De tout prendre, enfin pas tout prendre en charge, j'aime pas ce terme d'ailleurs, mais au moins tout identifier et lancer un parcours de soins qui tienne compte de tout, de l'ensemble. Donc c'est une complexité. Alors ça, faites pas trop attention pour le schéma, ils sont pifométriques, hein, c'est juste pour visualiser ce que je veux dire. C'est-à-dire cette évaluation globale, si on suppose qu'il y a une étoile à X branches qui permettent d'évaluer, on a ça nous à Bordeaux avec un ASI Mini qui est fait d'ailleurs par Marc et son équipe, qui est hyper bien fait. On a un graphique qui nous résume un petit peu les axes. Bon, là je l'ai fait comme ça, c'est peut-être plus connu comme ça, mais bon. Donc on a le patient qui, après son évaluation globale, va par exemple avoir les comorbidités psychiatriques qui sortent avec les addictions et tout un ensemble de choses. Ça c'est l'évaluation globale. Et il va y avoir souvent des écarts entre ce que nous, on identifie comme sévère et ce que le patient vit comme étant quelque chose de prioritaire pour lui. Et donc souvent cet écart, ça va nous donner ça, c'est-à-dire souvent les comorbidités sociales vont être mises en avant par le patient. Moi mon souci c'est trouver un logement, avoir un emploi, revenir avec ma femme, etc. Et il va mettre ça en priorité, de même souvent que les comorbidités somatiques, hein, j'ai mal ci, j'ai mal là, enfin, etc., avant les comorbidités psychiatriques ou les addictions. Et il va falloir... Bon, tout ça c'est du... Voilà, c'est connu, c'est pas... Je dis c'est une difficulté qui va être supplémentaire parce qu'on est seul. Donc, voilà. Et une autre difficulté, c'est notre idéal. C'est-à-dire, en tant que médecin, vous connaissez bien le réflexe du sauveur, plein de bonne volonté, qui veut absolument faire le bien pour son patient, et on court-circuite des tas d'étapes avec un objectif idéal qui est, voilà, on va tout traiter, voilà, le patient va devenir la personne parfaite, et forcément, ça c'est inaccessible. Donc on est forcément dans un sentiment d'échec, ce qui n'est pas très bon. Et donc il faut se ramener sur des objectifs intermédiaires partagés et accessibles pour le patient, qui soient à la fois un peu intermédiaires entre sa demande, ce qui est important pour lui sur le moment. Il faut parfois accepter d'en passer par là, même si on sait que derrière la prise en charge des addictions ou des problèmes psychiatriques est prioritaire parce que le reste ne va pas s'améliorer sans ça, mais il faut au moins dans un premier temps partir de sa demande, souvent, pour arriver à traiter aussi le reste. Et tout ça, on est tout seul. Donc vous imaginez que ce n'est pas simple. Et donc, bien sûr, si on obtient un premier progrès, ça va faciliter les suivants. Hein, moi j'ai des tas d'exemples de patients, on leur a trouvé un logement, ça a permis de prendre en charge correctement les addictions. Tant qu'ils n'avaient pas de logement, ben, hein, on s'épuisait pour rien. Voilà, en gros. Et l'objectif, bien sûr, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Ça ne sera pas parfait, mais dès les premiers temps, si on se fixe sur un objectif qui serait un idéal, on est toujours déçu. Par contre, si on regarde l'amélioration de la qualité de vie, et si on met en avant ça, très souvent, il y a des petits indices, des choses qui s'améliorent. Enfin, là, j'ai une patiente que j'ai vue hier, c'était typique. Elle s'est remise à aller à la piscine, elle fait un peu de sport. Bon, elle ne boit pas beaucoup moins. Elle est à peu près à la même consommation, mais elle se remet dans une dynamique et je suis sûr qu'avec les médicaments ou sans, elle va arriver à améliorer sa situation. Voilà. Alors le point clé 3, c'est que le médecin généraliste a besoin de soins spécialisés. Vous imaginez que tout ça, on ne peut pas le faire tout seul avec nos 10 petits bras. On aimerait bien, parce que le médecin généraliste, il aime bien tout maîtriser. Hein, comme tout le monde, on aime tous tout maîtriser. Être en autonomie, mais ce n'est pas possible. Donc il faut faire appel à des soins spécialisés ou à des diagnostics spécialisés. Donc on adresse à des personnes extérieures et c'est très bien. Et il faut apprendre. Ça aussi, c'est pas spontané. Hein. Il faut apprendre aux médecins à travailler avec les autres, indépendamment du groupe dans lequel éventuellement ils se situent. Alors, les obstacles au partenariat, on a fait des tas d'études, donc je vous
je ne vous les présente pas en tant que tels, je vous fais un résumé. Le vécu, les représentations, c'est je suis isolé, je ne sais pas vers qui orienter. Ils ont l'impression qu'il n'existe rien, certains, qu'il n'y a aucun addictologue à moins de 100 km à la ronde, alors qu'il y en a, mais ils ne le savent pas. Je n'ai pas de soutien, c'est-à-dire que s'ils connaissent l'addicto, ils envoient un patient, ils n'ont pas de retour, s'ils demandent un conseil, ils n'arrivent pas à joindre, ce qui n'est pas toujours vrai, mais ils retiennent ça. Je ne sais pas quoi faire, parce qu'ils ont l'impression d'être incompétents, alors qu'ils portent plein de compétences et qu'ils ont plein d'éléments que n'ont pas les autres. Et bon, pour solutionner ça, nous on a choisi un certain nombre de solutions, oui, il existe des solutions, ce sont par exemple les annuaires en ligne qui favorisent l'accès à des accueils, pas forcément, c'est pas la peine d'avoir des annuaires où il y a les CARUD, où il y a les SSR, tout ça, c'est deuxième intention. Mais en première intention, le médecin généraliste, il a besoin d'avoir souvent un conseil addictologique, d'adresser un patient à un premier accueil, et ces premiers accueils doivent être dans un annuaire facilement accessible et à jour. Parce que la plupart des annuaires sont obsolètes. Ça change beaucoup, les consultations en addictologie. Il y a la visite de santé publique qui consiste à faire visiter par une personne compétente, formée en entretien motivationnel chez nous. Elle visite, et pas comme le commercial, vous savez, qui fait de la reformulation en écho sans arrêt, vraiment formé en entretien motivationnel. Elle visite des médecins généralistes pour leur donner la bonne parole, leur donner les bonnes adresses près de chez eux, etc. Il y a les réseaux, les microstructures, les tutoriels en ligne pour ceux qui ne veulent pas aller aux formations présentielles, il y a des e-learning, des avis, des intervisions, enfin, c'est une liste non exhaustive. Mais il existe des solutions adaptées à chaque territoire. Et donc, souvent, ils disent, ça prend trop de temps, je n'ai aucun retour, voilà. Donc, il faut faciliter les contacts. Souvent, on dit, ouais, le patient ne veut pas qu'on tienne au courant son médecin traitant. J'ai travaillé en addictologie, j'ai eu les mêmes patients. Il n'y a aucun patient qui n'a pas fini par accepter qu'on tienne au courant son médecin traitant. C'est facile, je trouve. Hein. Le fait de nous répondre ça, oui, le patient, il ne veut pas qu'on appelle son... Non, c'est trop facile. C'est plus une excuse aujourd'hui. Le médecin traitant doit être tenu au courant, voilà, avec l'accord du patient, et on obtient l'accord du patient dans 90% des cas. Voilà. Et bien sûr, diminuer les délais de rendez-vous, il faut au moins un premier accueil dans des délais raisonnables et favoriser les échanges. Alors là, c'est pour les jeux de mots, je passe. Donc en effet, il faut concerter, cohérente, congruente, coordonnée. Nos mesures doivent être très mais pas forcément comorbides. Voilà. Alors, il y a deux types de solutions. À grande échelle, donc ce sont les mêmes, mais je vous le dis, à grande échelle, ce sont les annuaires en ligne, les visites de santé publique, les tutoriels et e-learning, ça porté par des structures, je dirais, souvent régionales, qui ne peuvent pas être dans la proximité. Et puis, il y a aussi, et c'est complémentaire, et les deux sont nécessaires, des microstructures, des avis spécialisés, les contacts interventions, portés par des structures plus près du territoire, souvent des XAPA, mais ça peut être aussi des réseaux de proximité, qui vont porter ces autres types de mesures. Et c'est là où c'est important, parce qu'on voit bien que les réseaux qui ont quasiment disparu, il y en a de moins en moins, pourtant les réseaux à dimension régionale sont extrêmement intéressants parce qu'ils peuvent porter des outils que les XAPA locaux, alors c'est le niveau 3 addictologie qui peut le faire aussi, hein, porter des outils régionaux, et il faut également des structures en proximité qui portent des structures qui aident le patient directement. Donc on associe les actions à grande échelle et en proximité pour favoriser à la fois l'autonomie du médecin, on lui donne des outils pour qu'il puisse aller plus loin tout seul, et en même temps, on va l'aider pour qu'il puisse, disons, améliorer le parcours de soins des patients pour lesquels il se sent dépassé. Voilà. Et donc, comment répondre aux défis des comorbidités en médecine générale? Parce que finalement, je n'ai pas répondu au sujet, mais ça me paraissait difficile parce que je ne suis pas psychiatre, donc je ne me sens pas répondre vraiment à ça. Je pense que c'est en les identifiant, c'est-à-dire qu'il faut amener les médecins à mieux repérer les troubles psychiatriques, bon, anxiété, dépression, ce qui n'est pas le plus simple. Quand vous avez un psychotique décompensé, c'est évident. Bon, mais souvent, ce qui nous pose problème, ce sont les troubles psychiatriques modérés qui viennent entacher un petit peu le suivi et qu'il faut repérer et traiter. Donc, il faut savoir proposer des aides sans attendre aussi, c'est-à-dire souvent on est trop dans le patient n'est pas prêt, il faut attendre la demande du patient, etc. Non, il faut aller le chercher. On a fait plusieurs études qui ont montré que la plupart des patients sont déjà au stade intention, si ça vous évoque le cycle Prochaska et Di Clément, bon, qui est discutable. Enfin, dans ce cycle de la motivation au changement, la plupart des patients sont des gens avancés. Ils vont parfois dire le contraire. Mais en fait, ils montrent par leurs actes qu'ils ont vraiment l'intention d'arrêter pour la plupart.
Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait la demande. Il faut leur proposer une aide. Et donc on va s'appuyer bien sûr sur les motivations intrinsèques du patient, mais il faut les faire émerger. Et en restant centré patient dans des décisions partagées, on en a parlé ce matin, c'est vrai que la décision, elle n'est pas imposée, il faut qu'elle soit partagée, et l'objectif surtout doit être partagé. Ce n'est pas le nôtre, il faut que ça devienne celui du patient. Et donc on va être amené à orienter vers les ressources disponibles en proximité, psychiatriques, notamment si ce sont des comorbidités psychiatriques, mais pas seulement, et en restant présent dans la continuité du soin. Ça c'est une difficulté. C'est-à-dire souvent le médecin qui adresse dans un circuit spécialisé un patient lourd, qui a des addictions, des comorbidités psychiatriques, de gros problèmes sociaux, il ne le voit plus. Il le voit que quand il y a un bras qui lui tombe, c'est-à-dire un problème aigu, organique, voilà, un rhume, il a besoin d'un arrêt de travail s'il travaille encore, un truc comme ça, ou il le revoit quand il s'agit de faire un dossier MDPH ou la demande d'ALD, c'est-à-dire le chiant de ce qui est. Bon. Donc ça n'est pas pour favoriser l'ambiance entre les structures spécialisées et le médecin traitant. Donc il faut inclure le médecin traitant dans cette prise en charge. Par exemple, quand je suis amené à voir un patient pour des addictions, je remplis, moi, le dossier d'ALD ou MDPH avec le patient s'il voit essentiel, parce qu'à ce moment-là, il me voit essentiellement à moi. Donc je remplis le dossier, je l'envoie au médecin traitant, je dis si tu es OK, c'est toi qui signes, parce que sinon il faut le refaire 6 mois après. Mais j'ai rempli le dossier. Hein, donc au moins pour les parties que je me sentais capable de remplir. Et croyez-moi, rien que ça après, c'est d'ailleurs je le fais, j'aurais tendance à ne plus le faire parce que du coup il m'envoie plein de patients, je suis trop vieux, moi j'ai plus la place. C'est fini. Voilà. Donc là, je tenais pour juste faire le temps. Donc c'est à la fois une meilleure organisation et pas seulement une meilleure formation. C'est-à-dire si on se contente de faire de la formation du médecin, ça ne marche pas. Il faut de la formation et une meilleure organisation pour que les choses marchent. Et merci pour votre attention et je termine sur votre...